Good Morning Business. Le débat. Quatrième index égalité femmes-hommes dévoilé par le ministère du Travail. Nicolas Dos, ça avance mais très lentement. Ça avance. Alors, 3 remarques et une conclusion qui certainement me mettra en porte-à-faux face à Jean-Marc Daniel. Il y a des progrès. On regarde les 5 critères. Vous savez, on a mis en place 5 critères qui doivent conduire à une note sur 100, pardon. Et si vous êtes en dessous de 75, vous êtes sanctionnable. En fait, il y a quand même assez peu d'entreprises qui sont en dessous de cette note de 75 sur 100 et qui sont sanctionnables. Et encore, ces sanctions qui peuvent quand même atteindre jusqu'à 1% de la masse salariale ne tomberont que si vraiment on constate que depuis 4 ans, absolument aucun effort n'a été engagé. Ouais. Mais si vous êtes une entreprise qui est encore sous les 75, mais que vous avez démontré des progrès année après année, vous pouvez imaginer obtenir un délai. Après, quand on regarde les 5 critères, il y en a 2 qui aujourd'hui posent encore un problème. Ce sont les augmentations des femmes qui rentrent de congé maternité. On a 11% des entreprises qui ont zéro là, carrément à ce critère. Ça fait 2354 entreprises en France. Et puis, la part des femmes dans les 10 plus gros salaires. Vous en avez 32% qui ont moins de 2 femmes dans les 10 plus hautes rémunérations. Et celles qui respectent la parité ou la quasi-parité ne sont que 27%. Mais il y a un progrès parce que la note globale, c'est 86 sur 100. Et donc, c'est un point de plus qu'il y a un an. Après, on observe aussi que les entreprises de plus de 1000 salariés s'en sortent mieux que celles qui sont en dessous. Elles ont 89 sur 100. Et puis, on a eu aussi le classement du cabinet Equilip qui place là cette fois-ci sur 19 critères eh bien les entreprises françaises en tête devant toutes les autres en termes de progrès sur les égalités entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on est devant les Espagnols, les Italiennes, les Britanniques, les Suédoises, les Australiennes, les Allemandes. Le leader en France de ce classement Equilib s'appelle Danone, qui passe devant L'Oréal. Il n'y a que 1% d'entreprises américaines dans le top 100, aucune entreprise japonaise. Si on se regarde et si on se compare, on se dit que ça n'est pas catastrophique. Et la conclusion que je tire de tout ça, c'est qu'effectivement, on a eu la loi Copé-Zimmermann, c'était en 2011, si ma mémoire est bonne, où là, on imposait un quota de femmes dans les conseils d'administration. On a eu cette loi sur les égalités hommes-femmes avec plusieurs critères. On se rend compte que c'est jamais la panacée de faire des quotas, de faire des lois comme ça, mais si on ne les fait pas, il ne se passe rien. Donc on peut considérer qu'on a sans doute eu raison de faire ces lois. Et j'imagine que là, c'est un point qui ne sera pas partagé par mon collègue. Est-ce que vous iriez encore plus loin ? Honnêtement, ça progresse. Et on voit qu'il y a une forme de souplesse dans l'application des sanctions. C'est pas forcément nécessaire de faire quelque chose de trop coercitif. Il y a vraiment des progrès qui ont été observés. Et d'ailleurs, Copé-Zimmermann, vous reprenez les quotas qui étaient imposés. Quasiment toutes les entreprises sont déjà très nettement au-dessus de ces quotas. Donc c'est vrai que c'est jamais souhaitable. Mais s'il n'y a pas de loi, généralement, sur ces questions-là, la vérité, c'est qu'il ne se passe rien. Jean-Marc. Oui, je ne pense pas, effectivement, voilà. Et Nicolas l'a senti, que l'action, la discrimination positive... Il y a de ça, hein, c'est ça. Oui, l'affirmative action, comme on dit en anglais, comme on dit aux États-Unis, soit particulièrement efficace. Je rappelle quand même les propos qu'avait tenus à ce propos concernant ce genre d'action, Michelle Obama, qui disait « J'existe en tant que tel, je n'existe pas, je n'ai pas réussi ma carrière professionnelle parce que je suis afro-américaine et parce que je suis femme. Je réussis parce que j'ai une personnalité qui me permet d'avoir réussi. » Et ça aussi, mais parfois il y a des blocages, des sortes de plateformes vertes qui font qu'elle n'aurait peut-être pas pu réussir si on l'avait pas un peu encouragé ou ouvert des portes. Oui, j'entends bien. Mais dès qu'on met en place des actions extrêmement précises sous forme de quotas, il y a toujours un doute sur la capacité des individus qui ont bénéficié de ce quota à assumer les tâches qui sont associées à ces responsabilités. Et donc je pense que ça voudrait dire que les hommes devraient aussi être soumis à ça. Absolument. Et la non-efficacité, absolument, d'ailleurs. mais ça ne concerne pas que les hommes et les femmes, ça concerne toutes les logiques de quotas. Dès que vous dites à une catégorie, vous y aurez accès de façon privilégiée, on le voit encore une fois aux États-Unis, où c'est pas uniquement hommes-femmes, c'est les Asiatiques qui disent à cause des quotas, on nous empêche d'accéder à des responsabilités et à des niveaux d'études qui sont en conformité avec nos talents, au nom, effectivement, d'une vision qui est une vision extérieure. Oui, mais quand le système réalité est encalaminé, quand c'est bloqué, parfois, en tout cas, parfois c'est efficace. Regardez les quotas de la loi Copé-Zimmermann. On serait peut-être pas allé aussi vite. Alors, c'est certain, ça a des défauts. Il y a même des femmes qui disent « Moi, je suis femme quota. » Voilà. Et c'est quand même assez désagréable de se sentir femme quota. Exactement.
Exactement. Mais vous n'aurez jamais quelque chose qui est forcément à 100% positif. Mais devant une situation qui est réellement une situation de problème déséquilibre, si on n'avait pas décidé de mettre des contraintes législatives en face, il ne se serait rien passé. Non, ce que je voudrais dire, c'est que si vous regardez... C'est dur d'assumer votre position. Non, mais vous allez voir. Non, mais pas du tout, parce que tous les gens qui luttent contre les quotas sont assez nombreux, et en particulier en Californie, il y a eu un référendum sur ce sujet, et assez nettement, la population californienne, notamment du fait d'une campagne menée par la communauté asiatique, a demandé à ce qu'on abandonne les quotas. Mais je ferai 2 remarques complémentaires par rapport à ça. Le premier, c'est qu'il y a 83% des femmes entre 25 et 50 ans qui sont comptabilisées dans la population active, et 93% des hommes. Donc il y a encore une partie, la femme au foyer, ça reste encore quelque chose qui est assez présent dans l'état d'esprit français. Et donc là aussi, il y a un effort à faire, non pas sous forme de quota, mais expliquer effectivement que tout le monde a vocation à s'associer au travail sous quelque forme que ce soit. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes 50 ans après Anne Chopinet. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui était Anne Chopinet. Anne Chopinet, c'est la première femme à être rentrée à l'école polytechnique, et elle était rentrée majeure. Et donc à l'époque, il y avait environ 4 à 5% de la promotion, de la première promotion 1972, où il y a eu des femmes à l'école polytechnique, qui étaient des femmes. Et c'est combien aujourd'hui? Et maintenant, c'est 20%. C'est pas assez. Exactement. Non. Et ce n'est pas assez. Et ce n'est pas embêtant des quotas. Et ça, c'est pas de la discrimination. Et non. Le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes ingénieurs, c'est pas de la concrètement, une fois qu'on aura... Après, la directrice générale de France Télécom, Orange, c'est une polytechnicienne. Elle a été nommée évidemment parce qu'elle est femme, mais surtout parce qu'elle est ingénieure et polytechnicienne. Et c'est comme ça qu'on arrivera au résultat que l'on recherche. Et on va laisser une femme nous en parler dans 2 minutes. C'est Audrey Richard, la présidente de la NDRH, qui est avec nous. On continue ce débat tout de suite.